C'est maintenant décidé et affiché, les acteurs du secteur des énergies en Afrique ont choisi de s'investir pleinement dans le financement, les technologies et les marchés du pétrole et du gaz produits sur le continent. Ils se sont rencontrés à Dakar en présence d'une équipe de Wari. Ces images de véhicules assiégeant les stations-service sont toujours présentes dans plusieurs pays d'Afrique. Des dizaines de voitures et de mobylettes dans l'attente de carburant. Certaines y ont passé la nuit. Le problème a pris de l'ampleur avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais la crise énergétique était déjà là en Afrique, avant même que le premier soldat russe n'ait franchi la frontière ukrainienne. Energy poverty issues are big. Les problèmes de pauvreté énergétique sont pesants. 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. 900 millions n'ont pas accès à une cuisine propre. Mais aussi, les prix du pétrole sont très élevés pour les consommateurs quotidiens. Et c'est un moment très difficile. Mais en ce qui concerne l'exploration, nous assistons à une reprise de l'exploration. Mais le gaz est actuellement considéré comme un avenir pour l'Afrique et tout le reste. Nous voulons aller de l'avant avec de grandes découvertes de gaz en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Namibie. L'Afrique s'améliore donc. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour arriver là où nous devons arriver. Afin d'arriver là où nous devons arriver, des plateformes de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences ont vu le jour sur le continent. Et les débats portent sur la situation et les perspectives des ressources énergétiques africaines. Des compagnies pétrolières nationales et internationales, des experts en gaz, des organisations régionales africaines, des partenaires techniques et financiers, des décideurs politiques, bref, les acteurs du secteur se retrouvent. Récemment à Dakar, la plateforme MSGBC, qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, a organisé sa session de l'année 2022. À cette occasion, elle a élargi son espace d'évaluation en invitant le Congo, la Guinée équatoriale et la Namibie, des pays disposant de grandes expériences dans le domaine des énergies. Aujourd'hui, en effet, l'Afrique veut dégager une position unifiée sur la question de son autonomie et de sa sécurité énergétique et sur sa libre décision de poursuivre ses activités pétrolières et gazières. Donc l'avenir, c'est de travailler ensemble, les compagnies avec leurs technologies, les capitaux, les pays avec leurs ressources, et ensemble, pour un intérêt partagé. Et c'est pourquoi nous avons été choqués il y a quelques mois lorsqu'à Glasgow, des pays industrialisés ont décidé de manière unilatérale qu'ils ne financeraient plus l'énergie fossile. Et ils avaient bien dit à l'étranger, c'est-à-dire pas chez eux, à l'étranger, donc pas en Afrique. Ça, c'était un coup mortel qui devait être porté au continent africain, et je l'ai dénoncé là où il fallait le dénoncer. Nous avions, à juste titre, l'année dernière, indiqué combien cette décision injuste et inéquitable pourrait gravement porter atteinte à nos objectifs de compétitivité économique et d'accès universel à l'électricité. Au moment où plus de 600 millions d'Africains sont sans électricité. Alors même que nous contribuons pour moins de 4% aux émissions mondiales de CO2. Il faut avouer que c'était quand même extraordinaire. Je suis très heureux de voir
plusieurs autres pays africains qui sont en train d'entrer dans le club des pays producteurs de pétrole et de gaz, mais qui le font avec beaucoup de sérieux et qui le font avec une démarche très vite intégrée. Ça, c'est vraiment formidable, puisqu'on a déjà des projets communs entre le Sénégal et la Mauritanie. On a cet espace de dialogue qu'ils ont créé très très vite. Et autour du Sénégal, qui visiblement joue un rôle moteur, notamment avec l'INPG qui a été mise en place et qui va donc pouvoir permettre de former, parce qu'il va falloir former du monde pour pouvoir engager toutes les démarches de construction de ce nouveau secteur. Il est vrai que l'organisation et la gestion des ressources énergétiques n'ont finalement jamais été une priorité en Afrique. Or, il va bien falloir s'y atteler, et ensemble, tous ensemble. Il est temps d'agir pour remédier aux maux du passé et pour tracer la voie d'un avenir prometteur pour notre continent et ses habitants. L'Afrique doit pouvoir enfin accomplir cette mission. APO, l'organisation des producteurs de pétrole africains dont le siège est à Brazzaville, compte actuellement 16 États membres. Sa mission est de promouvoir la coopération dans le domaine des hydrocarbures de ces pays membres et d'autres institutions mondiales afin de favoriser une collaboration et des partenariats fructueux tout en utilisant le pétrole comme catalyseur de la sécurité énergétique, du développement durable et de la diversification économique en Afrique. L'industrie du pétrole et du gaz sur le continent africain est confrontée à 3 défis imminents face auxquels l'APO a entrepris de s'organiser. Il s'agit du financement, de la technologie et du marketing. Indeed, what APO is doing today is championing the cause of Africa's energy security. En effet, ce que l'APO fait aujourd'hui, c'est défendre la cause de la sécurité énergétique de l'Afrique. En ce qui concerne le financement, nous avons noté que les financiers traditionnels des projets pétroliers et gaziers en Afrique, à savoir les institutions financières occidentales, ont signifié leur engagement à abandonner le financement des projets de combustibles fossiles. Le 16 mai 2022, l'APO a signé un protocole d'accord avec la Banque africaine d'import-export pour créer la Banque africaine de l'énergie. Une fois pleinement établie, la Banque africaine de l'énergie financera des projets énergétiques dans les secteurs amont, aval et intermédiaire de l'industrie pétrolière et gazière, en plus d'autres formes d'énergie. La Banque africaine de l'énergie constituera le pilier de la sécurité énergétique en Afrique. Nous avons constaté que depuis près de 3/4 de siècle que les pays africains produisent du pétrole et du gaz, la technologie de l'industrie n'a jamais été domiciliée en Afrique. Nous dépendons toujours d'une technologie extérieure et dans une large mesure d'une expertise extérieure. Le Conseil ministériel de l'APO reconnaît la nécessité de disposer de centres de recherche et de développement pétrolier et gazier de classe mondiale en Afrique. Le troisième défi que nous avons identifié est le marketing. Depuis quelques mois, nous avons vu une flopée de gens d'Europe venir en Afrique pour parler de gaz. Sérieusement, ils viennent parce qu'ils en ont besoin, pas parce qu'ils pensent que nous en avons besoin. Et dès qu'ils n'en auront plus besoin, ils nous abandonneront. Nous avons été conditionnés à croire que notre énergie est un produit d'exportation, comme en témoigne la disposition de notre infrastructure énergétique, où la plupart des pipelines partent des champs de pétrole et de gaz pour aboutir aux terminaux portuaires. Il est vrai qu'il n'existe pas de marché de l'énergie en Afrique. Est-il vrai qu'il n'y a pas de marché de l'énergie en Afrique qui compte une population de 1,4 milliard de personnes, dont 600 millions n'ont pas accès à l'électricité et 900 n'ont accès à aucune forme d'énergie moderne pour cuisiner ou pour un usage domestique? À l'APO, nous pensons qu'il existe un énorme marché potentiel pour l'énergie en Afrique. Ce qui manque, c'est de développer ce marché en donnant aux gens les moyens d'accéder à cette énergie. La réunion de Dakar a permis aux différents intervenants dans le secteur des énergies en Afrique de faire le point sur l'état des lieux. Des constats ont été établis et des approches de solutions partagées. Les vrais défis, c'est d'assurer les meilleures conditions d'exploitation de ces ressources,
bien sûr qu'elles soient écologiques aussi, les solutions qui sont mises en œuvre, et qu'on continue le mix énergétique. Et pour ce faire, il nous faut former les ressources humaines qualifiées à tous les niveaux pour maîtriser le savoir et le savoir-faire dans ce domaine si complexe des hydrocarbures. Et j'avoue que c'est aussi, et on le sait, un domaine qui n'est pas simple. Pour trouver des soudeurs sous-marins, aux ingénieurs de conception dans toute la gamme, que ce soit dans l'upstream, le down ou le midstream, les experts financiers, les experts comptables et surtout les fiscalistes et les experts des contrats. Parce que toujours on nous oppose nos contrats. Et au moment de les signer, on a toujours des gens, des volontaires, qui sont très prompts à voyager, aller signer et revenir, mais sans aucune mesure d'accompagnement pour protéger les intérêts de leur pays. Et tout cela, je crois, doit impliquer pas seulement les gouvernants, pas seulement les politiques, doit impliquer les intellectuels africains. Je crois que les scientifiques africains doivent se mobiliser, et les institutions sont là, les académies, les universités, le CAMES, et on a tout ce qu'il faut. Il faut se mobiliser autour de cette urgence africaine qui s'appelle jouir des ressources naturelles pétrolières et gazières le plus rapidement possible pour le bénéfice de nos pays en développement qui ont besoin de croissance, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin de créer la richesse, qui ont besoin de créer des emplois. C'est ce que le pétrole et le gaz apportent, mais aussi, surtout, pour la sécurité énergétique, pour mettre un terme à la pauvreté énergétique, pour que les fameux 600 millions d'Africains qui n'ont pas droit à l'électricité l'aient désormais, et puis les 900 millions qui n'ont pas accès au gaz moderne pour notamment la cuisine et d'autres besoins domestiques puissent l'avoir également. Voilà, il faut cette mobilisation autour de ce troisième point. Je crois qu'on peut continuer à réfléchir s'il y a d'autres piliers auxquels on doit s'attaquer. Mais déjà, si on part avec ces trois piliers, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, nous devons nous tourner vers l'Afrique. Nous devons utiliser le gaz naturel de l'Afrique pour développer les industries de production en Afrique. Ainsi, les jeunes n'auront pas besoin d'aller en Europe pour chercher du travail. Ils pourront avoir des emplois ici même en Afrique et y fonder leur famille. Nous devons également faire face au manque de financement pour le gaz, car la communauté internationale a fortement réduit ses financements. Nous devons donc être en mesure de financer le développement du gaz. Quel enjeu du gaz naturel pour l'Afrique aujourd'hui? Nous pouvons construire des usines de production pétrochimique, d'urée, d'ammoniac et d'engrais. Nous développerons ainsi l'agriculture. Nous fournirons de la nourriture à nos populations. Nous créerons une économie africaine qui génère des emplois et des opportunités. Tel est le plan. Et nous devons le mener à bien. Mais surtout, nous devons faire en sorte que la pauvreté énergétique appartienne au passé. Il est inacceptable que 600 millions de personnes sur ce continent, dont beaucoup en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée-Bissau et à Conakry, se couchent chaque jour sans électricité, car l'énergie, c'est la vie. C'est comme cela que nous devons conduire le progrès et la création d'opportunités pour eux. Nous devons faire de la pauvreté énergétique une histoire qui est importante. Il s'agit maintenant de rompre avec le passé et de se tourner vers l'avenir, ensemble et tous ensemble. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a loué lundi l'Algérie, un des fournisseurs en gaz de l'Europe, comme un partenaire énergétique fiable au moment où le vieux continent est en proie à une pénurie d'énergie causée par la crise ukrainienne. En effet, l'Europe fait face à un manque de gaz qui se profile cet hiver après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. Plusieurs pays, notamment européens, cherchant à réduire leur dépendance des livraisons russes depuis l'invasion de l'Ukraine, se sont tournés vers l'Algérie. Alger, dont les réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2400 milliards de mètres cubes, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. L'Algérie est aussi le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e mondial. Lors d'un sommet algéro-italien à la mi-juillet, un gros contrat pétro-gazier de partage de production entre les géants italiens Eni
américain Occidental et le français Total, portant sur 4 milliards de dollars, avaient été annoncés. En outre, Alger avait annoncé une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année de ses livraisons de gaz à l'Italie via le gazoduc Transmed, dont elle est devenue le premier fournisseur devant la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Depuis début 2022, l'Algérie a fourni à l'Italie 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113% les volumes programmés auparavant. La Guinée-Bissau a obtenu le 5 septembre 2022 au niveau du marché financier de l'UEMOA un montant d'1 milliard de francs CFA à l'issue d'une émission de bons de soutien et de résilience d'une durée de 364 jours. Selon l'agence UMOA Titres, le montant global des soumissions est de 12 milliards de francs CFA sur un montant mis en adjudication de 10 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 120%. Le montant des soumissions retenues est de 11 milliards de francs CFA et celui rejeté à 1 milliard de francs CFA, ce qui donne un taux d'absorption de 91,67%. Les investisseurs dont les soumissions sont retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,56%. Les bons émis sont à rembourser le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 septembre 2023. En revanche, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Un navire affrété par l'ONU transportant 23 000 tonnes de blé ukrainien destiné à des millions de personnes souffrant de la faim en Éthiopie est arrivé mardi 30 août 2022 matin au port de Djibouti, a annoncé le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le Brave Commander a quitté le port ukrainien le 16 août 2022 après un accord signé en juillet par Kiev et Moscou sous l'égide de la Turquie et de l'ONU permettant l'exportation des céréales ukrainiennes bloquées à cause de la guerre entre les deux pays. D'après le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est, la nourriture du Brave Commander permet de nourrir 1 500 000 personnes pendant un mois en Éthiopie. Le nord de l'Éthiopie subit une profonde crise humanitaire causée par un conflit qui dure depuis novembre 2020 entre gouvernement et rebelles de la région du Tigré, tandis que le sud et sud-est du pays font face à une sécheresse historique qui frappe la Corne de l'Afrique, la pire depuis au moins 40 ans. Selon le Programme alimentaire mondial, 22 millions de personnes sont menacées de famine à travers la région, notamment en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Le gouvernement fédéral nigérian vient de suspendre le droit d'acquise de 5% qu'il prévoyait d'imposer sur les services de télécommunication, notamment les appels, les SMS et les services de données. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Communications et de l'Économie numérique le lundi 5 septembre 2022. Le droit d'acquise en question fait partie des dispositions de la loi de finances 2020. Les opérateurs de télécommunications étaient censés le collecter et le reverser aux douanes nigériennes au plus tard le 21 de chaque mois. C'est en juillet dernier que le ministre des Finances et de la Planification nationale a annoncé la décision du gouvernement de finalement mettre en œuvre la nouvelle taxe sur les services de télécommunications. L'initiative s'inscrit dans le cadre du désir du gouvernement fédéral d'augmenter ses revenus, alors que les recettes issues du pétrole et du gaz sont en baisse. Le gouvernement espérait récolter au moins 150 milliards de naira, soit environ 361 millions de dollars, grâce à cette taxe. L'initiative s'est immédiatement heurtée à l'opposition des opérateurs télécoms qui l'ont qualifiée d'antipopulaire, de provocatrice, d'étrange, d'insensible et d'irresponsable. Le droit d'acquise devait s'ajouter aux 39 taxes déjà payées par les opérateurs de télécommunications. À cela s'ajoute un environnement des affaires compliqué, marqué notamment par l'inflation, la dévaluation du naira et la hausse des coûts d'exploitation. Le FMI, le Fonds monétaire international, a accordé un soutien d'1,3 milliard de dollars à la Zambie dans le cadre d'un accord conclu entre les créanciers pour restructurer la dette colossale
qui a fait sombrer l'économie du pays d'Afrique australe. Fin 2020, la Zambie était devenue le premier pays africain en défaut de paiement depuis le début de la pandémie de coronavirus, avec une dette extérieure estimée à 17 milliards 300 millions de dollars. Le déblocage du programme du FMI, signé en décembre 2021, était suspendu à un accord sur la restructuration de cette dette insoutenable. Lors des négociations passées, les gouvernements précédents avaient échoué à débloquer des plans de sauvetage. Le FMI a souligné dans un communiqué que le programme prévu sur 3 ans vise à rétablir la viabilité de la dette, créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales indispensables et renforcer la gouvernance économique. La dette du pays avait explosé sous le règne de l'ex-président zambien Edgar Lungu, critiqué pour avoir contracté des emprunts massifs destinés à financer une frénésie de projets d'infrastructures pendant ses 6 années de présidence. Depuis l'arrivée au pouvoir l'an dernier de son successeur Hakainde Hichilema, sur des promesses d'éradiquer une corruption rampante et ressusciter l'économie, des progrès ont été réalisés pour établir les relations avec les créanciers. Une goélette est un voilier équipé de 2 à 7 mâts, apparu entre le 16e et le 17e siècle et qui connut son apogée au 18e et 19e siècle. Cette goélette française de la fondation Tara Océan a jeté l'ancre au Sénégal avant d'entamer son retour vers l'Europe et de boucler presque 2 ans de navigation dans l'Atlantique Sud, destiné à l'étude des micro-organismes marins et leur rôle clé dans l'écosystème océanique. On est parti de France il y a presque 2 ans, en décembre 2020, et s'intéresser à l'Atlantique Sud, donc à l'Amérique latine, à l'Afrique de l'Ouest et l'Antarctique aussi. Comprendre le microbiome. Le microbiome, c'est quoi? Le microbiome, c'est comme un peu le microbiote qu'on a dans notre intestin, qui consomme pour nous, qui digère pour nous les aliments on a beaucoup de bactéries là-dedans et beaucoup de choses. Finalement, dans la mer, il y a aussi un microbiome qui est fait de beaucoup de bactéries, de virus, de plein de choses qu'on ne voit jamais, qui sont invisibles et qui sont indispensables pour que les poissons puissent manger, pour que les pêcheries existent. Avec ses 6 marins et une équipe de plusieurs scientifiques de toutes nationalités régulièrement renouvelée, la mission appelée Microbiome s'est livrée à des prélèvements devant servir à comprendre le fonctionnement mal connu des micro-organismes, acteurs largement invisibles à l'œil nu et pourtant primordiaux, et leur interaction avec le climat et les pollutions. Les micro-organismes représentent 2 tiers de la biomasse marine. On va des virus aux bactéries, archées, phytoplancton et zooplancton jusqu'aux petites larves de poissons. Donc on a des protocoles très spécifiques pour échantillonner toutes ces tailles diverses de plancton. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on prélève de l'eau en surface ou en profondeur, qu'on filtre à différentes fractions de taille, et ça nous permet d'avoir accès à ces différentes communautés de plancton, de microbiomes. Un autre objectif, c'est aussi de s'intéresser à la pollution plastique. Donc pour cela, on a collecté énormément de plastique, macro, micro et nanoplastique pendant toute l'expédition, et aussi dans les fleuves d'Afrique notamment, donc notamment le fleuve Gambie, et durant le prochain lake, on va échantillonner le fleuve Casamance au Sénégal, au sud du Sénégal. Dans sa partie africaine, la mission à laquelle sont associés 42 instituts de recherche du monde entier s'est spécialement intéressée aux fleuves comme le Congo ou la Gambie, à leur influence sur la biodiversité et la pollution par les microplastiques. La mission a aussi vocation à éduquer et à sensibiliser le grand public aux enjeux océaniques lors de ses escales et à servir au plaidoyer politique. Il faut faire un plan Marshall de la transition écologique dans le monde entier, ce qu'on a fait après la guerre pour reconstruire l'Europe. Il faut le faire à l'échelle du planète parce qu'en fait, on est en train de voir qu'on touche les limites de tout. On touche les limites de là. On pêche trop, l'écosystème le montre. Il n'y a plus de tiof ici depuis quelques années. On pêche trop, on pollue trop. Il n'y a pas qu'à voir le port de Dakar pour le comprendre, mais il faut qu'on prenne conscience de notre rapport entre la terre et la mer. Et toujours on croit que la mer est assez grande pour tout prendre, et assez grande pour qu'on puisse tout y prendre aussi, tout y prélever. Et on voit les limites aujourd'hui de ça. Entre le 11 et le 19 septembre 2022,
La mission sera sur le fleuve Casamance au sud du Sénégal pour effectuer un échantillonnage dans les eaux sénégalaises. Donc en faisant l'échantillonnage dans cette zone-là, déjà ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à cette période-là. Les poissons qui sont actuellement sur les eaux du Sénégal et qui peuvent pas migrer vers d'autres espaces, de quoi est-ce qu'ils se nourrissent. Donc c'est surtout ça l'importance de la mission de Tara. Ça permet de compléter un gap. On n'avait pas, c'est une zone où il n'y a pas de données du tout et qui nous permet, nous scientifiques, d'avoir un peu de données sur laquelle on peut avoir une base et éventuellement évoluer avec d'autres échantillonnages dans les mois à venir pour faire un complément. Côté sénégalais, les instituts de recherche sénégalais sont face à un manque de moyens. Donc les bateaux, l'équipement, ça ne marche pas toujours en fait. Donc du coup, ils vont très rarement en mer, donc ils ont moins de données. Donc ça va contribuer aussi à leur fournir des données d'observation sur le microbiome, sur le plancton, pour qu'ils puissent connaître l'état de référence de nos mers. Et à partir de l'état de référence de nos mers, là, ça leur permettra aussi, eux, de travailler, de continuer à savoir qu'est-ce qui a changé depuis les dernières observations. Le chercheur océanologue sénégalais Baye Cheikh Mbaye salue cette mission de la Fondation Tara Océan et indique qu'elle permet de combler le gap sur le manque de données des instituts de recherche du Sénégal, tout en déplorant le déficit de moyens.